quoi ça encore? Que venez-vous faire en ces lieux, pauvres mortels? Le chemin que vous empruntez ne saurait être foulé par les vulgaires humains que vous êtes. De quoi je me mêle? Et t'es qui d'abord pour nous barrer la route? Tais-toi, bon sang! Ô grand éternité! Nous n'avons pas voulu être arrogants en pénétrant si loin sur ce territoire, mais la quête que nous poursuivons est importante, et nous ne saurions nous en détourner. Si notre présence ici est indésirable, indique-nous la bonne direction, et nous nous retirerons. Une quête, dis-tu? Et quelle est cette quête qui vous conduit si loin dans le cosmos? Posez votre question, je vous guiderai si votre but peut être atteint. Noble éternité, dis-nous, où trouver Wolf in Motion? Nous n'avons pas su le trouver sur Terre ni hors des cercles de ce monde, et pourtant nous aurions grand besoin de son aide pour une vidéo que nous nous apprêtons à faire, une vidéo sur les séries animées Marvel des années 90. Bien que le domaine du dessin animé nous soit connu parfaitement, et que notre regard se soit parfois porté sur les comics, l'univers Marvel nous est bien moins connu que ne l'est l'univers d'ici, et les conseils d'un esprit aussi avisé nous seraient nécessaires pour garantir la justesse de notre propos. Et quoi? Tu ris, noble éternité? Je ris, mais compatis. Car mes pauvres enfants, votre quête est vaine. Nulle part sur Terre ou dans le cosmos, Wolf in Motion ne saurait être rencontré. Car il n'est pas visible, pas palpable. Sa présence n'est connaissable que par sa voix. Et là où elle est, il se trouve. Sans corps, sans visage, il est partout où son regard se pose, infini et éternel, comme je le suis. Rentrez chez vous, humains. Ne cherchez pas plus avant. Repartez d'où vous êtes venus. Mais... Repartez, dis-je. Et voilà, tout ça pour ça, c'est la dernière fois que je t'écoute. Mais Al... Faut toujours que t'aies des idées saugrenues comme ça. Oh Al, on peut pas parler de Pokémon parce qu'on connaît pas les saisons tardives. Pas grave, on a qu'à capturer Lionel B dans une Pokéball. Oh Al, Mayolek fait un spectacle sur Tous en boîte alors qu'on a des choses à dire sur la série. Pas grave, on a qu'à s'incruster dans le public. Oh Al, il faut qu'on traite Marvel alors qu'on connaît surtout DC. Pas grave, on a qu'à mettre la main sur Wolf vu que c'est un spécialiste des comics, il nous aidera. Et ben résultat, on n'a pas mis la main sur Wolf. Il est nulle part, Wolf. Comment ça, nulle part? Hein, quoi? Qui a parlé? Bah, c'est moi. Vous me cherchiez. C'est quoi ce délire? Mais t'es où? Comment ça, je suis où? Je suis là. Où ça, là? Bah, là, avec vous. Mais tu es où, physiquement? Comment ça, physiquement? Je comprends pas. Laisse tomber, tu voulais Wolf in Motion, tu as Wolf in Motion. Pour le reste, on va pas chipoter. Wolf, tu te rappelles les séries Marvel des années 90? Bien sûr, il y avait X-Men, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Iron Man, Hulk, le Surfeur d'Argent et Avenger United West End. Mais vous en avez déjà évoqué pas mal, non? Oui, mais Chucky trouvait... Qu'est-ce que tu fiches encore? Je cherche d'où il parle. Laisse tomber, je te dis. Chucky trouvait que ces séries, malgré leurs différences de style et de niveau, avaient des caractéristiques communes suffisamment frappantes pour justifier une réflexion sur ce qu'elles ont en commun, pourquoi c'est récurrent, c'est ce qu'il y a à en conclure. En effet, c'est quelque chose d'autant plus frappant que ça ne garantit pas pour autant une homogénéité des styles. Non seulement chacune de ces séries a un graphisme, une mise en scène et des thèmes qui la distinguent clairement des autres, mais leur qualité est également très inégale. Les séries époustouflantes côtoient les séries décevantes, en passant par les séries géniales mais inachevées. Mettre ces séries dans le même sac n'a rien de nouveau. Elles sont toutes ensemble désignées par la fanbase comme faisant partie d'une même franchise, appelée le Marvel Animated Universe. Tu vois, ça te perturbe aussi, impossible de savoir d'où vient la voix. Le souci, c'est que ça ne peut pas être un univers partagé. Nous avons détaillé pourquoi dans notre vidéo sur Hulk, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici un schéma des relations de non-compatibilité entre les différentes continuités de chaque série. Et pourtant, Internet s'obstine à trouver des solutions tordues du genre. Si on aperçoit Scarlet Spider dans les 4 Fantastiques alors même qu'Hydro-Man est encore en vie, ça doit vouloir dire que Peter Parker a porté le costume de Scarlet Spider entre 2 saisons. Ou si on ne voit pas les 4 Fantastiques dans le Surfeur d'Argent lors de l'invasion de la Terre par Galactus, c'est parce qu'elle a lieu en plusieurs temps et on ne voit que les passages n'impliquant pas les 4 Fantastiques dans le Surfeur d'Argent. Non, ça veut dire que c'est pas la même continuité, point. Il y a vraiment aucune raison. Écoutez, le DC Animated Universe pose aussi un certain nombre de problèmes de continuité. Mais il y a des intrigues suivies entre les séries et un grand nombre d'allusions. Il y a rien de semblable dans les séries animées Marvel des années 90. Alors pourquoi s'obstiner à voir toutes ces séries comme faisant partie de la même continuité? C'est bien ce sur quoi je m'interroge. Et c'est ce à quoi je vous propose de réfléchir. En dépit des continuités incompatibles, des styles très variés et des différences de niveau d'effort du point de vue de l'écriture, si je vous dis que ces séries forment un tout qui constitue les séries animées Marvel des années 90,
ça ne vous choquera pas. À défaut de se ressembler à proprement parler, elles ont une parenté assez évidente les unes avec les autres. Soit parce que c'est inspiré des mêmes comics de la même époque, soit parce que c'est produit par la même compagnie ou les mêmes personnes, soit parce que les personnages des unes font des caméos dans les autres. Nous relevons dans ces séries quelque chose de pas forcément très facile à définir ou à conscientiser, mais qui fait comprendre qu'on est bien dans le même corpus de dessins animés. Il y a un état d'esprit qui permet de les identifier. Plus exactement, on a le sentiment que les opus les plus réussis sont les bonnes versions des opus les plus faiblards. Comme si l'écriture des uns avait tiré profit des erreurs des autres. Si c'était le cas, il y aurait eu une augmentation chronologique de la qualité. Or, la chronologie n'influe absolument pas. En laissant délibérément de côté le cas de Spider-Man Unlimited, qui a un statut un petit peu étrange à mi-chemin entre le spin-off et la suite de la série Spider-Man de 1994, sur les deux toutes dernières séries produites par Marvel dans les années 90, l'une serait quasi parfaite si elle avait pu avoir une conclusion, donc est presque la meilleure, et l'autre... Je t'avais conçu pour faire un monde meilleur, pour servir l'humanité, pas pour la détruire. Non, j'ai réussi à me recréer moi-même, Ant-Man. Je suis la perfection. Mais moi, je ne suis pas parfait. Et c'est moi qui t'ai créé. Non, c'est faux. Je me suis créé moi-même. Mais sans moi, tu n'existerais pas. Non. Ouais. Ces séries animées, même les plus réussies, sont de toute façon généralement moins satisfaisantes que les films live mettant en scène les mêmes héros qui sortiront sur grand écran la décennie d'après et ramèneront les super-héros au goût du jour. Il s'agit pourtant bien des mêmes concepts, et on sent même souvent l'influence de la série animée sur le long métrage. Mais malgré tout, les séries animées Marvel des années 90, lorsqu'elles parviennent à marquer les esprits au point d'être aussi iconiques qu'un Batman de la série animée, c'est presque par hasard. On voit bien que ça n'a pas été réalisé avec autant de bonne volonté que Batman la série animée. C'est comme si ce support, la série animée, était moins pris au sérieux par la compagnie Marvel que l'ont été les films réalisés ensuite. Ce n'est pas impossible. Il faut savoir que pour la réalisation de toutes ces séries, Marvel délègue énormément et a énormément de studios et de chaînes différentes. Toutes n'ont pas la même approche et le mot d'ordre est de faire en rognant le plus possible sur les coups. Autant dire qu'on n'aura pas d'épisodes construits comme des mini-films et qu'on ne sentira pas autant l'investissement, voire l'amusement du créateur comme dans Batman. Car les créateurs, ils changent tout le temps. Les séries qui ressortent de ce procédé se retrouvent à être très inégales, certaines étant moins élaborées que d'autres et l'état d'esprit pouvant complètement changer du tout au tout d'une saison à l'autre. C'est pour ça qu'il y a une telle inconstance graphique au sein d'une même série. Effectivement, c'est l'effet de changement fréquent de studios d'animation, mais on ne peut pas dire que rien n'a été expérimenté sur le plan graphique. On fait pas mal de tentatives d'introduction de la CGI, c'est parfois bien fait, parfois beaucoup moins. Sauvez-nous. Plus tard, dans les années 2000, Marvel essaiera de réconcilier Iron Man et la CGI en faisant une série Iron Man Full CGI. Scénaristiquement, du peu que j'en ai vu, il y aura du bon et du moins bon. Mais graphiquement, ce sera convaincant. Donc on peut considérer que les expérimentations malheureuses des années 90 n'ont pas été complètement vaines si elles ont permis de poser les jalons qu'il fallait pour faire des séries Full CGI par la suite. Une autre chose qui s'installe à cette période et semble se pérenniser dans la recette Marvel en série animée, c'est l'action. Les scènes d'action sont toujours le point fort de ces séries, même celles dont le propos est de prôner le pacifisme. La créativité naît de la contrainte. Et la censure imposant d'éviter les coups de poing et coups de pied, les séries Marvel devaient faire preuve d'ingéniosité pour mettre en scène l'action, privilégiant les lasers, les toiles et autres projectiles. Comme on n'a pas le droit de dire « mort », surtout pour Iron Man et les Fantastiques à cause de l'aspect syndication, on va jouer sur les mots, parler des disparitions ou du fait que le personnage est parti pour toujours. On ne va pas présenter d'armes à feu réalistes, qui sont donc remplacées par des armes laser. Pas de cigare pour Wolverine, Jonah Jameson ou la chose. Jamais de sang. On va parler de plasma quand il y a des vampires par exemple. A noter que la VF est un peu plus libre de ce point de vue. En VF, on parle de sang, mais on garde les stigmates de cette rigidité rhétorique. On m'a donné le moyen de mettre fin à ton martyre. Tu ne te comporteras plus jamais comme un vampire, mais tu ne te comporteras plus non plus comme un homme. Tu vas retourner dans les limbes du sommeil. Il faut savoir que les grands tabous en animation sont les armes à feu, la drogue, casser une fenêtre, l'alcool, le fait de fumer, la nudité, montrer un enfant en danger, la religion, le sang et les étranglements. En somme, que des choses que les enfants ne doivent pas essayer de reproduire avec ce qui est chez eux. Effectivement, ça a eu une influence non négligeable sur la façon de mettre en scène l'action, et le style a perduré par la suite. Les scènes d'action pure ne sont pas toujours le point fort des séries animées en général. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, même les séries Marvel les plus faiblardes ont une bonne gestion de l'action super-héroïque, des acrobaties, de la coordination des coups. Dans ma vidéo sur Ben 10, j'ai comparé cette série à Avengers Rassemblement en termes de dialogue et de mise en scène,
Mais tout de même, devant les scènes d'action de rassemblement, on n'en arrive jamais comme dans Ben 10 à se dire « Mais c'est pas vrai, on y est encore, ça suffit là, c'est bon !» En bref, ce qu'il y a de mystifiant dans ces séries, c'est que même les plus mauvaises ont un caractère fondateur, car les techniques de narration qui y ont été expérimentées ont clairement influencé les adaptations ultérieures. Je pense notamment à la gestion du pathos dans Spider-Man ou dans Hulk qui se retrouve dans les films. Et donc Wolf, même si comme tu le décris, Marvel a énormément délégué la création de ces séries qu'elle a traitées par-dessus la jambe, C'est pas exactement ce que j'ai dit. bon, disons alors que Marvel a énormément délégué. Malgré ça, les adaptations de Marvel des années 2000 semblent bien s'inscrire dans l'héritage de celles des années 90. Et j'ai même envie de dire que la qualité des séries des années 90 semble s'améliorer grâce aux expériences menées au cours de la création des différentes séries. Parlons encore du pathos. Quand on regarde Hulk et le surfeur d'argent, on a le sentiment que le surfeur a un meilleur dosage sur une base parfois semblable. Le surfeur d'argent, pourtant très grandiloquent, n'a pas les excès rhétoriques de Hulk quand le surfeur se lamente sur la perte de Zenla et de Shalaban. Ce qui donne à penser qu'une continuité a été maintenue dans la réflexion créative. C'est pas incompatible. Bon, cela dit, il y a quand même les deux anomalies. Spider-Man, postérieur à X-Men mais antérieur à Hulk, contemporaine des 4 Fantastiques et d'Iron Man, pourtant la meilleure des séries Marvel des années 90 est très constante sur ses 5 saisons, et Avengers United They Stand, la dernière est pourtant la pire. Déjà, la série Spider-Man a beaucoup en commun avec la série X-Men. Toutes deux sont des commandes de la Fox, toutes deux existent dans l'univers Marvel, sous le nom de Terre 92131, et celle des comics étant la Terre 616. Toutes deux ont cette idée d'une écriture basée sur le comics, qui se base sur la continuité, et ose reprendre des arcs narratifs entiers pour les adapter. Dans ces séries longues, on développe des intrigues à long terme. Le passé de Wolverine qui revient en plusieurs fois via l'arme X, Alpha Flight, la Seconde Guerre mondiale. On parle de sujets profonds avec un message, les mutants placés dans des camps, Spider-Man qui accorde un souhait à une petite fille mourante. À cet effet, ces deux séries utilisent un casting varié avec de nombreux personnages secondaires qui permettent d'avoir quelque chose de plus introspectif que des séries d'action super-héroïques pures. En somme, on a deux séries qui certes visent un public d'enfants, mais n'oublient pas les adultes. C'est pas pour rien à mon avis que Peter est déjà adulte dans la série Spider-Man et qu'on met autant l'accent sur les intrigues romantiques avec Felicia et surtout Mary Jane. Et sur le travail de Peter au bugle avec J. Jonah Jameson qui prend pas mal d'importance dans la série. Il faut aussi comprendre qu'on est à une période où Marvel va très mal financièrement. Donc, la firme n'osera pas trop venir faire d'ingérence dans les projets. Les deux séries X-Men et Spider-Man font preuve de drama, mais du crédible. Celui que peut rencontrer un jeune homme qui a du mal à joindre les deux bouts ou une personne se sentant rejetée par la société à la moindre occasion à cause de ses talents ou de son apparence. Des choses auxquelles beaucoup de personnes peuvent se rattacher. C'est l'ambition de Marvel en général, mais ça marche particulièrement bien pour les X-Men et surtout pour Spider-Man, qui rencontre dans tous les aspects de sa vie des difficultés pour lesquelles on a facilement de l'empathie. C'est un peu moins facile de s'identifier quand on est une famille de héros géniaux ou un milliardaire traînant avec sa bande de potes. Il y a aussi le contexte des comics à prendre en compte. Dans les années 90, pour expliquer les différences entre les séries, Iron Man ou les 4 Fantastiques sont au creux de la vague. Les titres se cherchent pas mal et on va aller jusqu'à du très ridicule. Ça contamine un peu les séries. Ensuite, le temps passant, les producteurs auront de plus en plus la syndication en tête, c'est-à-dire qu'ils voudront que les séries soient diffusées par le plus de chaînes possible et chercheront donc à offrir quelque chose qui corresponde à une audience plus jeune et de faire de ces productions des vitrines pour les jouets. Surtout qu'au bout d'un moment, Marvel va mieux. Et là, du coup, la nouvelle tête pensante du groupe, Avi Arad, se mêle de tout. L'apogée de tout ça, c'est Spider-Man Unlimited ou Avengers United They Stand, qui ne sont là que des tentatives pour concurrencer Batman Beyond et qui oublieront pas mal des leçons des séries d'avant, à savoir être fidèle au personnage et écrire des histoires sur le long cours. L'univers animé Marvel va donc sombrer et il faudra attendre X-Men Evolution pour le voir retrouver de sa superbe. Récapitulons ce qu'on a dit. Ces séries sont inventives pour les scènes d'action et c'est visiblement lié à des contraintes de production. Sur le fond, l'hétérogénéité de ces séries provient d'un mélange entre l'origine de la production, commande de la Fox ou non, l'état des comics du personnage titre et le degré d'interventionnisme des exécutifs. Et pour la structure, on note que ces séries ont souvent la même structure, des saisons 13 épisodes. Dans les cas où il n'y a que 2 saisons, il y a souvent une césure entre les deux. L'état d'esprit change du tout au tout. On peut même changer carrément de continuité, comme dans les 4 Fantastiques. Par deux états d'esprit différents, on veut dire qu'il y a toujours une saison plutôt légère et principalement humoristique, pas très logique scénaristiquement, et une plus sérieuse, mettant en scène des drames humains et traitant des sujets graves, ou du moins essayant. Pour les 4 Fantastiques et Iron Man, c'est la saison 1 qui est humoristique et la saison 2 qui est sérieuse. Pour Hulk, c'est l'inverse. A noter que si on en croit les scripts déjà écrits de la saison 2 du Surfeur d'Argent, ils sont aussi sérieux que ceux de la saison 1. Par contre, aucune modification d'état d'esprit observée entre les différentes saisons d'X-Men et de Spider-Man. C'est aussi lié à l'état des comics, le fait que certaines séries changent radicalement d'une saison à la suivante alors que d'autres non.
D'un certain point de vue, mais ce n'est pas non plus exactement ça. À cette époque, les X-Men sont la série de comics qui cartonne le plus au monde, et la série télé reprend l'approche graphique et scénaristique. Comme il n'y a pas de dissonance entre les attentes du public et la série proposée, le succès est au rendez-vous et on continue à enchaîner des saisons sans rien modifier au projet. Pour les autres séries, on est plus dans le mode traditionnel, faire quelque chose d'assez simple pour le plus large public, afin de vendre un max de jouets en dépensant le moins possible. Sauf que voilà, en ce qui concerne les séries Iron Man et les 4 Fantastiques, les retours critiques et audience sont très mauvais. Il y aura même une blague là-dessus dans le Fantastic Four 396 où Ant-Man se moque de la série télé. Les scénarios sont considérés comme trop simplistes, l'animation trop minimaliste, dur de tenir la comparaison avec Batman via Animated Series. À partir de là, les choses se passent de la même façon pour les deux. Elles sont à 2 doigts de l'annulation. Du coup, on change la personne à la tête du projet, et aussi son orientation, dans l'espoir de reconquérir le public. Sauf que le public, lui, il n'est pas au courant de ce changement de direction. Donc, il ne revient pas, et le peu de nouveaux fans gagnés grâce à ces nouveaux épisodes ne suffit pas à faire rester la série à l'antenne. Il y avait des plans pour la suite, faut pas croire. S'il y avait dû y avoir une saison 3 des Fantastiques, on aurait eu droit à la grossesse de Susan Storm, ou au retour de Namor, le prince des mers, et Medusa et She-Hulk auraient dû rejoindre l'équipe. Mais en l'absence de succès, ce projet n'a jamais vu le jour. Alors tu m'excuseras, mais ça m'étonne qu'à moitié. Certes, pour les séries initiales de l'Action Hour Marvel, c'est-à-dire les 4 Fantastiques et Iron Man, la différence entre la saison 1 et la saison 2 est absolument énorme. Et si on compare la saison 1 et la saison 2 des 4 Fantastiques, c'est clair qu'il y a une amélioration. Pareil pour Iron Man, même si cette amélioration est d'une nature différente. Mais c'est quand même pas folichon. La saison 2 des 4 Fantastiques propose en effet des intrigues mieux structurées et un graphisme plus convaincant, mais elle reste très superficielle et un peu crétine. Quant à Iron Man, la série essaie d'introduire du drama de force pour la faire ressembler à la série animée Batman, et peut-être aussi pour être plus fidèle aux comics, mais sans mettre en scène les éléments qu'il faut pour rendre ce drama crédible. Ici, Spider-Woman fustige Tony pour la rejeter, If we ever meant anything to each other, do not shut me out. alors qu'il vient de l'inviter à rentrer chez lui. Il la rejetait pas du tout. Julia, come inside. You'll catch cold. Je ne suis pas sûr que le public n'était pas au courant du changement de direction soit la seule raison pour laquelle ces 2 saisons n'ont pas réussi à sauver les meubles. Sur le principe, de toute façon, quand on a une saison 1 qui marche pas, il vaut mieux chercher comment faire mieux sur les jalons qui ont déjà été posés, ou assumer de faire une nouvelle série complètement différente, plutôt que de reprendre la même série pour la transformer du tout au tout. Changer l'œuvre en cours de route, même pour faire quelque chose de bien, c'est rarement complètement satisfaisant. Pourtant, le changement de cap pour Iron Man et Fantastic Four, on le doit à Tom Tataranovich, qui s'occupera par la suite de l'Incroyable Hulk. L'Incroyable Hulk, ça vous a pas paru spécialement crétin, il me semble. C'était pas Spider-Man, mais c'était déjà pas mal. Faut croire que quand on prend son propre départ et qu'on établit ses propres règles au lieu d'essayer de redconner une histoire un peu trop gaguesque, on réussit à mieux écrire. Ça rejoint aussi notre hypothèse précédente que la parenté entre les séries Marvel des années 90 se traduit par le fait que les unes apprennent des erreurs des autres. Le drama dans Hulk est parfois très grandiloquent, mais toujours crédible. Sauf que voilà, le Hulk, il est trop sombre, trop orienté sur l'histoire, et ça va pas plaire à la chaîne, qui, elle, ne pense qu'en termes de design. Du coup, on va virer une bonne partie de l'équipe pour la saison 2 et demander quelque chose de plus simple à la production. On en profite pour accentuer la présence de Miss Hulk, qui est très populaire dans les comics à ce moment-là, et on se retrouve dans la même situation que pour les 4 Fantastiques et Iron Man, mais en inversé. Une saison sérieuse et sombre, et une deuxième saison complètement gaguesque qui n'a rien à voir. Le fait de vouloir changer de ton en cours de série, c'est pas forcément une spécificité des années 90. Plus tard, Marvel aura davantage tendance à faire une première saison légère et à rendre le tout plus sombre au fur et à mesure, comme dans X-Men Evolution par exemple, mais ce changement est progressif. On n'a plus de tournant radical comme on en a eu pour les 4 Fantastiques à Iron Man et Hulk. Il fallait bien qu'ils finissent par se rendre compte que ça marchait pas. Augmenter le caractère sombre de l'histoire au fur et à mesure, c'est une bonne technique pour vendre le produit aux chaînes et de vraiment aller là où on voulait aller par la suite. C'est ce qui s'est passé pour X-Men Evolution, mais ce n'est pas exclusif à la compagnie Marvel. Prenez par exemple Avatar, le dernier maître de l'air. Oui, exact. La saison 3 des Mystérieuses Cités d'Or par rapport à la saison 2, c'est également ça. Et là, on trouve des interviews qui vont dans ce sens. Ils ont fait une saison 2 balisée qui a plu aux diffuseurs et qui est très enfantine, et ça leur a permis de faire quelque chose d'un peu plus personnel pour la suite. On peut supposer que s'il y a moins de disparités dans les séries produites de nos jours, c'est parce que la production, forte de l'expérience des années 90, a appris à anticiper les crises et oriente l'écriture de manière à ne plus subir un brusque changement d'équipe et une obligation de modifier la direction du tout au tout en cours de route. En parlant d'X-Men, il y a un point de la structure que nous n'avons pas évoqué, c'est le découpage de l'histoire en épisodes. C'est la série X-Men qui a introduit le concept d'épisodes en plusieurs parties de manière récurrente en ajoutant un résumé
afin de rafraîchir la mémoire des fans. Précédemment dans les X-Men, les séries qui précédaient n'étaient pas à suivre, ou semi à suivre, mais chaque histoire ne durait que 20 minutes. Après les X-Men, la plupart des séries reprendront le concept des triples ou quadruples épisodes, pas seulement les séries Marvel. D'ailleurs, la mode s'étendra à plein d'autres séries d'aventures. Le résultat, c'est qu'on se retrouve souvent avec des fins d'épisodes en cliffhanger, comme dans les comics. On en revient à cette idée que les séries des années 90, si elles ne peuvent pas être considérées comme se passant dans la même continuité, se sont nourries les unes des autres, ont laissé tomber ce qui avait fait échouer leurs prédécesseuses et repris ce qui avait fait leur succès. En tout cas, pour la structure des séries et des épisodes, ça semble avoir marché comme ça. Qu'en est-il des thèmes abordés dans ces séries? Vu qu'elles sont inspirées des mêmes comics, il doit y en avoir des communs. Est-ce qu'on constate une progression thématique d'une série sur l'autre? Est-ce qu'on constate des récurrences thématiques déjà? Plusieurs, oui. La présence d'anti-héros, par exemple. On est dans les années 90, et le côté obscur des comics est déjà là avec la glorification du Punisher, de Wolverine, la Chatte Noire et autres personnages qui ne suivent pas toujours le credo du héros pour arriver à leur fin plus qu'au bien des autres. En même temps, avec Iron Man, on a comme héros un chef d'entreprise dont le but principal est de consolider ses capitaux. C'est assez atypique comme modèle de héros. Un gentil chef d'entreprise, dont le but est de consolider ses capitaux pour garantir l'emploi de ses salariés et qui se sent une responsabilité vis-à-vis de la façon dont ses produits sont vendus. On voit bien qu'on est dans de la fiction. Les personnages gays des premières séries Marvel des années 90, c'est plutôt des gens un peu loupards qui sont passés dans le camp des méchants un peu contre leur gré et pour des raisons compréhensibles pour de toute façon redevenir gentils ensuite, ou des méchants involontaires. X-Men met en scène l'amitié entre le professeur Xavier et Magneto, donc le côté gris de ce dernier, mais ça vient des comics. On en a déjà un vague prélude avec M.O.D.O.K. dans Iron Man, mais c'est surtout dans Hulk, Spider-Man et le Surfeur d'Argent qu'on commencera vraiment à avoir des méchants que l'adaptation fait le choix de rendre ambivalents alors qu'elle aurait pu les faire purement maléfiques. Pas tout le temps, mais assez souvent, on nous montre que les méchants ne sont pas tout noirs. Magneto est traumatisé par l'Holocauste. Une guerre dans un pays d'Europe de l'Est. Il faut pas dire Holocauste pour une série pour enfants. Kraven est malade, Morbius est une expérience ratée, le caïd aime sa famille et veut la protéger, le bouffon vert veut s'en prendre à Peter, mais refuse de s'en prendre à sa pauvre tante malade. Autant dire qu'on a fait du chemin depuis le mandarin d'Iron Man qui est méchant juste parce qu'il est méchant. Soyons honnêtes, le général Ross et le leader dans Hulk ne sont pas très ambivalents non plus, alors que cette même série commence à mettre des personnages qui se repentent ou d'autres qui font le bon choix le temps d'un épisode. Oui, mais Ross, si on essaye de le rendre ambivalent, tous les fans de Marvel vont se lever comme un seul homme pour dire que c'est pas possible. Et le leader, on lui pardonne parce que c'est Mayolek. Ainsi parle le leader. Ah, on dirait qu'il parle avec un doigt au fond de la glotte. Une autre récurrence venue des comics, c'est les personnages qui ressuscitent quand le scénario en a besoin, comme Hydro-Man, Morph, Jean Grey. Ah, Hydro-Man c'est un peu spécial. Dans son épisode de mort, Spider-Man parie sur sa résurrection et finalement... Non, il ressuscite pas, c'est un clone. La résurrection, c'est surtout dans les séries qui se prolongent. Celles qui sont annulées au bout d'une ou deux saisons sont pas forcément concernées. Du coup, je sais pas si c'est très significatif. Si ce genre de cliché est déjà dans les comics, c'est parce que les comics, comme les séries qui se prolongent, ont à introduire de nouveaux rebondissements sans cesse. Et ramener un personnage tué est une solution comme une autre pour introduire un rebondissement. Alors, il y a la question de l'identité secrète. Les 4 Fantastiques ne sont pas concernés, et Iron Man, s'il cache sa double identité au grand public, a toute une équipe autour de lui qui connaît la vérité. Hulk est un cas à part, Bruce Banner et lui sont réellement deux personnes distinctes, mais avec les X-Men, on voit apparaître des mutants qui essaient de cacher qui ils sont, comme Angel, et ne veulent pas être recensés s'ils ne sont pas connus. Dans Spider-Man, le fait de protéger son identité secrète est un enjeu particulièrement brûlant. Dans le Surfeur d'Argent et Avenger United Western, le sujet est un peu abandonné, les séries se focalisent sur autre chose. Mais même dans les séries où la question de l'identité secrète elle-même n'est pas un sujet principal, on a des histoires d'imposteurs se faisant passer pour le héros pour lui donner une mauvaise réputation, et le héros enfilant temporairement un autre costume pour agir sans être reconnu. De nos jours, la question de l'identité secrète n'a plus l'air de trop intéresser le public. C'est plus du tout à la mode, c'est bien pour ça que je me posais la question de ce qu'allait raconter le film Civil War, vu que dans le MCU, des identités secrètes, il n'y en a pas. Mais dans les années 90, raconter une histoire de super-héros sans lui donner une identité secrète, c'était juste impensable, ça faisait partie du concept, au point qu'on ne pensait pas toujours à justifier la nécessité pour les héros de se dissimuler leurs identités respectives. Donc rien d'étonnant à ce que ça ait une place proéminente dans Spider-Man, qui est le héros le plus typiquement super-héros du lot. C'est à la rigueur un peu étonnant que ça le soit pas plus dans les autres séries. Un autre truc bien années 90, c'est la place des femmes dans ces séries.
Fini ma frustration de petite fille qui regarde les Chevaliers du Zodiaque. Les personnages féminins sont nombreux, actifs et badass. Ça, c'est dû aux matériaux d'origine. Comme dans les comics, les femmes ont un rôle important. Ça impacte directement les dessins animés qui les adaptent. Du coup, dans les 9 personnages principaux des X-Men, 4 sont des femmes. Iron Man fait la part belle avec Spider-Woman ou Scarlet Witch, même Hulk met en avant Betty Ross et sa cousine She-Hulk. Bien sûr, on retrouve le trope de la femme en détresse, mais souvent ce sont des femmes d'action capables de tenir tête à leur homologue masculin comme la Chatte Noire. Pas besoin de citer la Chatte Noire. Les demoiselles en détresse n'ont pas besoin de super pouvoirs pour être badass et proactives. Regardez Marie-Jeanne. D'ailleurs, puisqu'on parle de Marie-Jeanne, une autre récurrence qu'on pourrait trouver dans ces séries, c'est que... Il y a vraiment un truc avec les rouges chez Marvel, non? Jean Grey, Mary Jane, Spider-Woman, Mystique... j'ai dit quelque chose de mal? Non, mais c'est pas de ça que je parlais. Ben, et alors? Vous faites ça tout le temps, l'un de vous s'apprête à parler de quelque chose, et l'autre l'interrompt pour mettre une digression qui n'a rien à voir pour la blague, et parce qu'on n'aurait pas pu le caser autrement. C'est ça le gag? Al passe son temps à t'interrompre de cette manière? Non, mais Al, il est physiquement présent, donc ça marche mieux. Comment ça, physiquement? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, laisse tomber. En parlant de Marie-Jeanne, une autre récurrence qu'on pourrait trouver dans ces séries, c'est la présence des triangles amoureux. Des triangles amoureux et des relations impossibles. Bruce Banner et Betty Ross ne peuvent pas être ensemble à cause de Hulk, Peter Parker et Marie-Jeanne ne peuvent pas être ensemble à cause de Spider-Man, Johnny Storm et sa love interest ne peuvent pas être ensemble à cause de l'énorme dôme qui recouvre la ville des Inhumains, et Iron Man et Spider-Woman ne peuvent pas être ensemble parce que... En fait, ils peuvent parfaitement être ensemble, la série a oublié de mettre une raison à leur drama. Ouais, bon, les couples heureux ne font pas vendre, alors tous les prétextes sont bons pour empêcher les amoureux de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Il y a une forte composante soap opéra qui vient directement des comics qui ont une construction assez similaire au Feu de l'amour, avec plus de coups de poing, ok. Chez Marvel, des années 60, il y a une conjonction de 2 volontés qui se retrouvent beaucoup moins chez DC à cette époque. Numéro 1, faire des héros des everyman avec les mêmes problèmes que Monsieur Tout-le-Monde, gagner sa vie, payer son loyer, se marier, avoir des enfants. Et 2, faire des comics à suivre. On parlait de cliffhanger tout à l'heure, donc 1 + 2 égale soap opéra tout naturellement. Un thème plus précis qu'on retrouve partout, c'est le scientifique qui devient son propre cobaye, volontairement ou pas. Que ce soit le Fauve, le Lézard, Iron Man, Banner qui subit sa propre bombe, Richards et sa famille qui prennent de plein fouet les radiations cosmiques. La science c'est mal, vous voyez? C'est très bien, au contraire, dans les dessins animés comme dans les comics, parce que la science est un moyen simple de créer des personnages. Voir les mutants, c'est encore plus simple, c'est dans leur ADN. D'après Linkara, Stanley aurait trouvé cette origine aux X-Men parce qu'il en avait marre de chercher des origin stories. Quoi qu'il en soit, je crois pas qu'il faille chercher un message anti-science dans les séries Marvel. Au contraire, c'est même plutôt mis en valeur chez des personnages qui auraient pu parfaitement s'en passer. Dans la plupart des versions, on considère que Peter est un petit génie, pas forcément du niveau de Tony Stark ou Reed Richards, mais il touche pas mal sa bille. Spider-Man est un scientifique. Dans les comics récents, il a même enfin pensé à avoir son master en biochimie et biophysique, et avait même monté sa propre société qui a fabriqué une sorte d'Apple Watch du futur. Ajoutons qu'il me semble que c'est souvent leur connaissance scientifique plus que leur super pouvoir qui vont permettre aux héros scientifiques Marvel de s'en sortir. Ou de les mettre dans la panade. C'est Mister Fantastique, c'est un cas un peu à part. De toute façon, ces séries ne cherchent jamais spécialement à tirer une grande leçon des mésaventures du jour. Les méchants sont toujours prêts à blâmer les héros pour être responsables de leurs erreurs. Donc l'épisode ne va pas insister sur le fait qu'il faut pas suivre l'exemple du méchant. Il a travaillé sur un échantillon de mon sang qu'il a volé. Jamais je n'aurais dû laisser cet échantillon dans mon placard et maintenant Morbius connaît le même cauchemar génétique que moi. Comme thème récurrent, on notera encore la présence de mondes alternatifs, surtout pour les X-Men et Spider-Man, qui introduit le concept de Spider-Verse avant même Spider-Verse. De lavage de cerveau et d'autres situations typiques des comics. Si on en a fini avec les thèmes les plus récurrents des séries animées Marvel des années 90, passons à la récurrence la plus frappante de ces séries. Les guest stars et les crossovers. À chaque fois, chaque série se débrouille pour inclure le plus de guest stars possible. Ce qui fait que plein de héros Marvel n'ayant pas leur propre série ont tout de même une apparition dans la série d'un autre. Ce qui ouvre une possibilité de les créer en jouet, même s'ils n'ont pas de série à eux. Principe qu'on retrouve aussi beaucoup dans les comics, afin de donner la sensation d'un univers interconnecté, mais qui sert aussi à mettre en avant de nouveaux personnages et séries, ou à donner un coup de pouce à celles qui fonctionnent moins bien. On peut voir 2 types de guests. Celui où le personnage ne fait qu'une apparition dans le décor, un cadeau pour les fans, comme dans les Fantastic Four, et l'autre où le personnage a un rôle prépondérant dans l'épisode. Dans ce cas-là, la rencontre amènera à 3/4 du temps à un combat entre les héros avant de comprendre qu'il y a méprise, et les héros uniront leurs forces contre le vrai responsable. Bienvenue chez Marvel. Certaines de ces rencontres étaient même des backdoor pilots pour d'autres séries qui ne se sont jamais faites, comme Ghost Rider ou Daredevil. Le guest le plus notable restant l'épisode entre Spider-Man et les X-Men.
Le vrai crossover, c'est les 3 épisodes de Spider-Man qui reprennent le concept de Secret Wars. C'est la première fois à l'écran qu'on voit autant de personnages Marvel ensemble. Un Avengers avant l'heure. On notera qu'à part les X-Men dans Spider-Man, peu de héros guest stars ont besoin d'être rendus plus idiots afin que le héros de la série puisse briller. Le côté crossover est généralement très bien géré. Il y a la plupart du temps une vraie réflexion menée pour savoir ce que la confrontation des concepts des autres héros avec celui du héros principal peuvent donner. Si l'épisode crossover est raté, c'est en général pour une autre raison que l'incompatibilité des concepts. L'épisode Doctor Strange Hulk est surtout raté parce que la saison 2 de Hulk a une mise en scène beaucoup plus humoristique et superficielle. Et finalement, ces caméos étaient très complexes à gérer parce que les droits étaient dispatchés entre plusieurs studios. Ah ouais ? Du coup, c'est d'autant plus remarquable qu'il y ait autant de personnages Marvel dans chacune de ces séries. En tout cas, pas mal de références étaient interdites, comme l'homme sable qui n'apparaît pas dans la série Spider-Man parce qu'un film par James Cameron était dans les tuyaux. Ah, c'est pour ça que très peu de backstory de personnages secondaires sont exploités, comme pour le Doc Samson et l'agent Gabriel dans Hulk. Ça, et le fait qu'on part du principe que le spectateur connaît les comics, et du coup, leurs origines. En effet, un truc qu'on peut reconnaître à ces séries, même les plus mauvaises, c'est qu'en dépit du caractère très cheap de la production, ce sont des séries écrites par des fans pour des fans. Les scénarios sont souvent inspirés des comics eux-mêmes, beaucoup plus que dans les séries du DC Animated Universe en tout cas. Et la série animée Hulk des années 90 est à ma connaissance l'adaptation qui respecte le plus l'origine story de Hulk telle qu'elle est dans les comics. De plus, elle introduit le personnage de la gargouille qui n'existe que dans le tout premier comic. Sans compter que des figurants apparaissent dans Spider-Man en ayant le nom de personnages qui deviennent importants dans l'univers des comics, comme Ned Leeds. Ça ne changera pas par la suite d'ailleurs. Même les séries qui revisiteront le concept, comme Iron Man Armored Adventures, auront en tête la version de référence. L'un des intérêts à faire des cartoons sur les comics, comme les films live d'ailleurs, c'est de pouvoir se baser sur les dizaines d'années d'histoire et de pouvoir prendre ce qui a le mieux fonctionné, d'en garder l'essence et d'en faire quelque chose de plus pragmatique. Quand on tente de raconter une histoire aux enfants mais qui parle aussi aux adultes, le succès est assuré. Sinon, on reste dans le comic où le style musclore bas du front. Se baser sur le scénario des comics, c'est un gage de qualité, mais aussi une diminution des coûts en termes de scénario. Donc oui, les créatifs sont souvent des fans, quand il ne s'agit pas directement des personnes de chez Marvel, à qui on demande un coup de main. On sait aussi qu'une partie de l'audience seront les fans de comics, qui vont se réjouir de petits clins d'œil ici et là. Si on fait plaisir aux fans, on sait que c'est bien parti. On a même l'apparition de Whistler, le mentor de Blade créé spécialement pour le film, dans Spider-Man. Mais l'inverse est vrai aussi avec les comics ou d'autres adaptations qui reprennent de manière consciente ou non les éléments qu'on a vus dans les dessins animés, comme Rick Jones devenant une sorte de Hulk, A-Bomb, ou le costume du symbiote qui rend Peter méchant. Et oui, on le sait peu, mais ça ne vient pas du comics d'origine. C'est aussi le dessin animé X-Men qui a popularisé Morph, qui était très peu utilisé jusqu'à ce que l'event L'Ère d'Apocalypse le remette sur le devant de la scène avec un nouveau look. Cette tendance n'a pas débuté avec les années 90, cela dit. Elle existait déjà avant, avec Herbie des Fantastic Four, Firestar dans Spider-Man and His Amazing Friends, et se poursuivra même après comme avec X-23, le clone de Wolverine, dans X-Men Evolution. Par contre, qui dit adaptation pour la télé, dit plus grosse censure. Du coup, il a fallu un petit peu remanier des événements ou des personnages comme le Punisher ou Carnage, parce qu'il était hors de question de montrer de vraies armes à feu ou un maniaque tuer des gens. C'est même l'occasion de développer plus des personnages mineurs comme Alistair Smite, qui est un personnage assez mineur dans les comics, ou de ramener des personnages iconiques, comme le Caïd, qui était un adversaire de Spider-Man avant de devenir la bête noire de Daredevil. Quand les séries ont le droit d'être plus centrées sur la narration que la comédie, on a le droit de la mise en place d'intrigues, du foreshadowing, voire des intrigues à long terme. On nous présente Norman Osborn ou Eddie Brock bien avant qu'ils deviennent les personnages qu'on connaît dans Spider-Man. On adapte les histoires des comics tout en reliant le tout plus aux personnages. Hydro-Man est un ex de Mary Jane, le mandarin est celui qui avait kidnappé Tony Stark. Il faut plus d'implications personnelles, quitte à ce que le monde paraisse tout petit. En général, quand on évoque cette tendance, on cite la néogénétique dans Spider-Man, qui fait partie de l'origin story de plusieurs personnages n'ayant aucun rapport entre eux dans les comics. C'est quelque chose qui nous a toujours plu. Ces séries sont cohérentes avec l'état d'esprit typique de Marvel de confronter leurs personnages aux problèmes de la vraie vie. Le résultat, c'est que même dans les séries les plus enfantines, si le personnage principal est adulte, l'épisode traitera de sujets complexes, comme la difficulté pour Iron Man de maintenir son entreprise à flot. Malgré tout, on met sous silence les problèmes les moins acceptables à la télé, comme l'alcoolisme de Tony Stark ou son rapport avec la guerre. La plupart du temps, le design est prévu pour rendre très bien au jouet. Cet aspect du chara-design sera moins flagrant et moins systématique dans les séries datant d'après le passage de l'an 2000. Ça dépendra des séries. Certaines, comme X-Men Evolution, qui est, notons-le, produite par Warner Bros., sont plus semblables graphiquement aux séries animées d'ici. D'autres, comme celles inspirées du MCU, continuent d'avoir des designs très articulés, avec tout un tas de cas intermédiaires entre les deux. Marvel Spider-Man, plus récente, semble s'être complètement éloignée de l'univers visuel du jouet. Mais de façon générale, bien que ce jugement soit sans doute influencé par les séries des années 90, les dessins animés Marvel semblent être beaucoup plus pensés visuellement pour vendre des jouets dérivés que les dessins animés d'ici.
C'est particulièrement vrai pour Iron Man. Tu peux faire X versions d'Iron Man pour pas cher en partant toujours du même moule personnage, toujours rogné sur les coups. Mais oui, le jouet est très important à cause de Toy Biz. Le constructeur de jouets est connu pour avoir fait des jouets d'essai, et dans les années 90, il obtient les licences Marvel. En 91, il se lance avec les X-Men, et c'est le jackpot. Ça marche tellement que Marvel rachète des parts de Toy Biz en devenant l'actionnaire majoritaire. Donc, plus ils vendent de figurines, mieux c'est non. Sauf que voilà, la bulle spéculative autour des comics explose et Marvel est en banqueroute. Et les jouets et les médias sont l'un des éléments permettant à l'entreprise de ne pas mourir, au point que Toy Biz rachètera l'éditeur de comics. Bon, depuis Marvel va mieux et elle a signé un deal avec Hasbro. Bref, les séries animées Marvel des années 90 se sont faites dans des conditions compliquées et avec des contraintes assez lourdes, mais leur développement a permis de trouver des recettes et des bonnes pratiques qui sont encore utilisées aujourd'hui. C'est grâce à leurs expérimentations qu'on a encore aujourd'hui des séries animées qui méritent qu'on s'en souvienne. Très bien, ma mission ici est donc terminée. See ya. Wolf? Wolf? Tu nous entends? Je crois qu'il est parti. Parti? Mais pour être parti, il faudrait qu'il ait été là au départ. Oh, écoute, on a le choix. Soit on se lance dans de longues réflexions métaphysiques sur ce qui vient de nous arriver, soit on fait comme si c'était rien passé et on décide de ne plus jamais en reparler. Bah, si on considère qu'il n'a jamais été là ou qu'il l'a toujours été, on peut décider qu'il s'est rien passé au sens... Ouais, t'as raison, n'en reparlons plus jamais. D'accord. No way